Bienvenue dans notre maison d'édition, IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, par Yuval Noah Harari, lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un pour donner un coup de frein? Rejetant les explications rationnelles, beaucoup de gens paniquent quand on leur parle de ces possibilités. Ils sont heureux de suivre les conseils de leur smartphone ou de prendre les médicaments prescrits par leur médecin, mais qu'on leur parle de surhommes améliorés et ils répondent « J'espère que je serai mort avant que ça n'arrive ». Ce qu'elle craint le plus dans la vieillesse, me disait un jour une amie, c'est de ne plus avoir aucun poids, de se transformer en vieille femme nostalgique incapable de comprendre le monde qui l'entoure ou d'y contribuer vraiment. C'est ce que nous croyons collectivement, en tant qu'espèce, quand nous entendons parler de surhomme. Nous avons le sentiment que, dans un monde de ce genre, notre identité, nos rêves et même nos peurs perdront toute importance, et que nous n'aurons plus rien à apporter. Qui que vous soyez aujourd'hui, fervent joueur de cricket hindou ou journaliste en herbe lesbienne, dans un monde amélioré vous vous sentirez tel un chasseur néandertal à Wall Street. Vous ne serez pas à votre place. Les Néandertals n'avaient pas à s'inquiéter du Nasdaq, dont plusieurs dizaines de milliers d'années les protégeaient. De nos jours, cependant, notre monde de sens pourrait s'effondrer en quelques décennies. On ne saurait compter sur la mort pour nous épargner de perdre tout intérêt. Même si les dieux ne déambulent pas dans nos rues en 2100, l'effort déployé pour améliorer Homo sapiens est susceptible de rendre le monde méconnaissable au cours de ce siècle. La recherche scientifique et les progrès techniques vont bien plus vite que ce que la plupart d'entre nous pouvons saisir. Si vous parlez avec des experts, beaucoup vous diront que nous sommes encore très loin des bébés génétiquement modifiés ou d'une intelligence artificielle au niveau de l'homme. Mais la pensée de la plupart des experts est réglée sur l'échelle temporelle des bourses et des postes. Aussi, très loin, peut-il signifier 20 ans et, jamais, pas plus de 50 ans. Je me souviens encore du jour où j'ai découvert l'Internet. C'était en 1993. J'étais au lycée. Avec 2 copains, je suis allé voir notre ami Hideo, aujourd'hui informaticien. Nous voulions jouer au ping-pong. Hideo était déjà un passionné d'ordinateur, et avant de commencer à jouer il a tenu à nous montrer la dernière merveille. Il a branché le câble du téléphone à son ordinateur et appuyé sur des touches. Pendant 1 minute, nous avons entendu des grincements, des sons perçants et des vrombissements, puis le silence. Échec. Nous avons ronchonné, mais Hideo a réessayé. Encore et encore. Il a fini par pousser un cri de joie et annoncer qu'il avait réussi à connecter son appareil à l'ordinateur central de l'université voisine. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'ordinateur central? Avons-nous demandé. Ben, a-t-il reconnu? Pour l'instant, rien. Mais on pourrait y mettre des tas de choses. Comme quoi? Je ne sais pas. Toutes sortes de choses. Ça ne paraissait pas très prometteur. Nous sommes allés jouer au ping-pong. Les semaines suivantes, nous avons profité de ce nouveau passe-temps, tout en nous moquant de l'idée ridicule d'Hideo. Cela se passait il y a 25 ans, à l'heure où j'écris. Qui sait ce qui arrivera d'ici 25 ans? C'est pourquoi un nombre toujours plus grand d'individus, d'organisations, d'entreprises et de gouvernements prennent très au sérieux la quête de l'immortalité, du bonheur et de pouvoir divin. Compagnies d'assurance, fonds de pension, systèmes de santé et ministères des Finances sont déjà consternés par cette progression de l'espérance de vie. Les gens vivent beaucoup plus longtemps que prévu, et il n'y a pas assez d'argent pour payer les retraites et les soins médicaux. Alors que le cap des 70 ans menace de devenir la nouvelle quarantaine, les experts recommandent de repousser l'âge de la retraite et de restructurer tout le marché de l'emploi. Quand les gens comprennent à quelle vitesse nous nous précipitons vers le grand inconnu, et qu'ils ne peuvent même pas compter sur la mort pour les en préserver, leur réaction est d'espérer que quelqu'un donne un coup de frein et nous fasse ralentir. Or, pour diverses raisons, il est impossible de freiner. Pour commencer, personne ne sait où sont les freins. Certains experts suivent ce qui se passe dans un domaine, comme l'intelligence artificielle, les nanotechnologies et le big data, ou la génétique, mais personne n'est expert en tout. Personne n'est donc capable de relier tous les points et d'avoir une vue d'ensemble.
Les différents domaines s'influencent mutuellement avec une telle complexité que même les meilleurs esprits ne sauraient deviner en quoi les percées de l'intelligence artificielle pourraient avoir un impact sur les nanotechnologies, et inversement. Personne ne peut assimiler toutes les découvertes scientifiques les plus récentes, personne ne peut prédire de quoi l'économie mondiale sera faite dans 10 ans, et personne n'a la moindre idée de ce vers quoi nous nous dirigeons avec tant de hâte. Personne ne comprenant plus le système, nul ne peut l'arrêter. Par ailleurs, si nous parvenons tant bien que mal à freiner, notre économie s'effondrera en même temps que notre société. Comme on le verra plus loin, l'économie moderne a besoin d'une croissance constante et illimitée pour survivre. Si jamais la croissance s'arrête, l'économie ne s'installera pas dans un équilibre douillet, elle se disloquera. C'est bien pour cela que le capitalisme nous encourage à rechercher l'immortalité, le bonheur et la divinité. Le nombre de chaussures que nous pouvons porter, de voitures que nous pouvons conduire ou de vacances au ski que nous pouvons prendre est limité. Une économie fondée sur une croissance éternelle a besoin de projets sans fin, comme la quête de l'immortalité, du bonheur suprême et de la divinité. Alors, pourquoi ne pas choisir le bonheur et l'immortalité, et laisser au moins de côté la quête effrayante de force surhumaine? Parce que cette quête est inextricablement liée aux deux autres. Les jambes bioniques qui permettent à un paraplégique de marcher de nouveau peuvent aussi perfectionner les gens en bonne santé. Le même traitement qui permet d'enrayer la perte de mémoire chez les personnes âgées pourrait renforcer la mémoire des jeunes. Il n'existe pas de différence claire entre la guérison et l'amélioration. Si la médecine commence presque toujours par empêcher les gens de tomber au-dessous de la norme, elle peut employer les mêmes moyens et le même savoir-faire pour surpasser la norme. Le Viagra a d'abord été un médicament traitant les problèmes de tension. À la surprise de Pfizer, et pour son plus grand plaisir, il est apparu que le Viagra pouvait aussi remédier à l'impuissance. Il a permis à des millions d'hommes de retrouver des capacités sexuelles normales, mais, assez vite, des hommes qui n'avaient pas de problème d'impuissance se sont mis à employer la même pilule pour surpasser la norme et acquérir une puissance sexuelle qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ce qu'il advient de tel ou tel médicament en particulier peut aussi se produire dans des champs entiers de la médecine. La chirurgie esthétique moderne est née au cours de la Première Guerre mondiale, quand Harold Gillies a commencé à traiter les gueules cassées de l'hôpital militaire d'Aldershot. Une fois la guerre finie, des chirurgiens découvrirent que les mêmes techniques pouvaient servir à transformer des nez parfaitement sains, mais laids, en plus beaux spécimens. Bien que la chirurgie plastique ait continué d'aider les malades et les blessés, elle s'est de plus en plus souciée d'améliorer les gens en bonne santé. De nos jours, les chirurgiens esthétiques gagnent des millions dans des cliniques privées dont le but explicite, et unique, est d'améliorer les gens en bonne santé et d'embellir les riches. Le même scénario pourrait se produire avec le génie génétique. Si un milliardaire déclarait ouvertement son intention de fabriquer une progéniture super intelligente, il provoquerait un tollé général. Mais cela ne se passera pas ainsi. Plus probablement nous engagerons-nous sur une pente glissante. Tout commence par les parents, dont le profil génétique fait courir à leurs enfants de gros risques de maladies génétiques mortelles. Ils recourent donc à la fécondation in vitro et testent l'ADN de l'œuf fécondé. Si tout est en ordre, parfait. Mais si le test ADN découvre les mutations redoutées, l'embryon est détruit. Pourquoi prendre un risque en ne fécondant qu'un seul œuf? Mieux, vaut en féconder plusieurs. Si 3 ou 4 laissaient à désirer, il y aurait au moins un bon embryon. Cette procédure de sélection in vitro devenant acceptable et bon marché, son usage peut se répandre. Les mutations sont un risque omniprésent. Tous les individus portent dans leur ADN des mutations nocives et des allèles qui sont loin d'être optimaux. La reproduction sexuelle est une loterie. Une anecdote célèbre, probablement apocryphe, rapporte la rencontre en 1923 du prix Nobel de littérature Anatole France et d'Isadora Duncan, la belle et talentueuse danseuse. Discutant du mouvement eugéniste alors en vogue, Duncan observa « Imaginez un peu un enfant qui aurait ma beauté et votre intelligence. » Et France de répondre « Oui, mais imaginez un enfant qui ait ma beauté et votre intelligence. Alors, pourquoi ne pas truquer la loterie, féconder plusieurs œufs et choisir celui qui offre la meilleure combinaison? Puisque la recherche sur les cellules souches permet de créer une offre illimitée d'embryons humains, libre à vous de choisir votre bébé optimal parmi des centaines de candidats,
tous porteurs de votre ADN et tous parfaitement naturels, sans qu'aucun ne nécessite le moindre génie génétique futuriste. Répétez cette procédure pendant quelques générations, et vous pourrez aisément finir avec des surhommes, ou une dystopie glauque. Et si même après avoir fécondé plusieurs œufs vous constatez qu'ils contiennent tous des mutations mortelles? Faut-il détruire tous les embryons? Pourquoi ne pas remplacer plutôt les gènes problématiques? Une avancée scientifique a été réalisée concernant l'ADN mitochondrial. Les mitochondries sont de minuscules organites au sein des cellules humaines produisant l'énergie utilisée par celles-ci. Elles possèdent leur propre ensemble de gènes, entièrement distincts de l'ADN du noyau de la cellule. Une déficience de l'ADN mitochondrial se traduit par diverses maladies handicapantes, voire mortelles. Par la technique de la fécondation in vitro, il est techniquement possible de triompher des maladies génétiques mitochondriales en créant un bébé à 3 parents. L'ADN nucléaire du bébé vient des 2 parents, alors que l'ADN mitochondrial vient d'une 3e personne. En 2000, Sharon Saarinen, de West Bloomfield, dans le Michigan, a donné naissance à une fille en bonne santé, Alana. Son ADN nucléaire vient de sa mère Sharon et de son père, Paul, mais son ADN mitochondrial est celui d'une autre femme. D'un point de vue purement technique, Alana a 3 parents biologiques. Un an plus tard, en 2001, le gouvernement américain a interdit cette procédure pour des raisons de sécurité et d'éthique. Le 3 février 2015, le Parlement britannique a adopté une loi sur l'embryon, de 3 parents, autorisant cette procédure, et la recherche qui l'accompagne, au Royaume-Uni. À l'heure actuelle, il est techniquement impossible, et illégal, de remplacer l'ADN nucléaire, mais si les difficultés techniques sont un jour résolues, la logique qui a présidé au remplacement de l'ADN mitochondrial défaillant pourrait justifier d'en faire autant avec l'ADN nucléaire. Après la sélection et le remplacement, la prochaine étape en puissance est l'amendement. Du jour où il sera possible d'amender les gènes mortels, pourquoi se donner la peine d'insérer de l'ADN étranger, alors qu'il suffit de réécrire le code et de transformer un gène mutant dangereux en une version bénigne? Nous pourrions ensuite, selon le même mécanisme, réparer non seulement des gènes létaux, mais aussi les gènes responsables de maladies moins graves, de l'autisme, du crétinisme ou de l'obésité. Qui voudrait que son enfant souffre de l'une d'elles? Supposez qu'un test génétique indique que votre fille sera très probablement intelligente, belle et généreuse, mais souffrira de dépression chronique. Ne voudriez-vous pas lui épargner des années de malheur par une intervention rapide et indolore en éprouvette? Et, tant que vous y êtes, pourquoi ne pas donner à l'enfant un petit coup de pouce? La vie est rude et éprouvante, même pour les gens en bonne santé. Il serait donc bien utile que la fillette possède un système immunitaire plus robuste que la normale, une mémoire supérieure à la moyenne ou un tempérament particulièrement radieux. Et si vous ne voulez pas de cela pour votre enfant, mais que vos voisins le fassent pour les leurs? Le laisseriez-vous être à la traîne? Et si le gouvernement interdisait à tous ses citoyens ce genre de manipulation, et que les Nord-Coréens les pratiquaient et produisaient des génies, des artistes et des athlètes éblouissants bien supérieurs aux nôtres? Voici comment, à petits pas, nous progressons sur la voie d'un catalogue d'enfants génétiques. Soigner est la justification initiale de toute amélioration. Demandez aux professeurs qui expérimentent le génie génétique ou les interfaces cerveau-ordinateur pourquoi ils sont engagés dans ces recherches. Très probablement répondront-ils qu'ils le font pour guérir une maladie. À l'aide du génie génétique, nous pourrons vaincre le cancer. Et si nous pouvions connecter directement le cerveau à un ordinateur, nous pourrions guérir la schizophrénie. Peut-être bien, mais ça ne s'arrêtera sûrement pas là. Quand nous serons parvenus à connecter cerveau et ordinateur, n'emploierons-nous cette technique que pour soigner la schizophrénie? Si quelqu'un a la naïveté d'y croire, sans doute en connaît-il un rayon sur les cerveaux et les ordinateurs, mais beaucoup moins sur la psyché et la société humaine. Sitôt qu'a été opérée une percée capitale, il est impossible de la cantonner à la guérison, et d'interdire formellement qu'elle soit employée pour l'amélioration. Bien entendu, les humains peuvent limiter et limitent leur usage des nouvelles technologies. Le mouvement eugéniste est tombé en disgrâce après la Seconde Guerre mondiale et, bien que le commerce d'organes soit désormais possible et potentiellement très lucratif, il est demeuré jusqu'ici une activité périphérique.
Si proposer des bébés à la carte pourrait bien devenir techniquement aussi réalisable que tuer pour récupérer les organes de ses victimes, ces deux activités restent pour l'heure marginales. De même que nous avons échappé aux griffes de la loi de Tchekhov pour ce qui est de la guerre, nous pouvons aussi leur échapper dans d'autres champs d'action. Certaines armes apparaissent sur scène sans que jamais un coup de feu soit tiré. C'est bien pourquoi il est vital de réfléchir au nouvel ordre du jour de l'humanité. Précisément parce que nous avons le choix concernant l'usage des nouvelles technologies, mieux vaut comprendre ce qui se passe et décider avant qu'elles ne décident pour nous. Cliquez sur I en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.